100% PSG, la tribune. Bonjour, c'est Thomas Vichard, bienvenue dans 100% PSG, la tribune, le podcast de France Bleu Paris, épisode 25. On est le lundi 12 février et ça y est, la voilà qui repointe le bout de son nez. Et on est bien content de la retrouver, c'est la Ligue des Champions qui est de retour après-demain. Ce sera donc mercredi, le 8e de finale aller du PSG face à la Real Sociedad et on va s'en réjouir. Les joutes européennes cette fois et pour l'instant se préparent dans une relative sérénité au Paris Saint-Germain. Pas de scandale, surtout pas de joueurs cadres blessés. On s'est dit qu'on allait encore y avoir droit pourtant mercredi dernier quand on a vu la cheville gauche de Kylian Mbappé se tordre dans des proportions inquiétantes sous la semelle du Brestois Lilian Brassier. Finalement, tout va bien. Le Kicks mis au frigo, puis ressorti dimanche pour l'entraînement. Il sera dispo face à la Sociedad. Luis Enrique l'a assuré. Paris qui sort en plus de 2 matchs convaincants. Bref, la confiance règne. Très content de vous accompagner aujourd'hui pour cet épisode. On n'oublie pas les commentaires, les notes positives sur ce podcast, sur vos applications pour qu'on continue de grimper dans les classements. Nous aussi, allez, 100% PSG, la tribune, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Et au sommaire de cette tribune, la belle victoire, évidemment, avec cette équipe remaniée du PSG face à Lille. C'était donc samedi au Parc, 3-1, soirée quasi parfaite. Et on n'en parle presque pas parce qu'on pense tous déjà à la Ligue des Champions. Mais en championnat, le PSG accroît encore son avance. Et il y a au moins une des 2 mains posées sur Hexago, le magnifique trophée de la Ligue 1. 11 points d'avance à la sortie de cette 21e journée sur le 2e Nice. On revient sur ce PSG LOSC en détail, bien sûr, dans un instant dans le j'aime pas. Et puis 2 grands thèmes aujourd'hui qu'on va aborder dans cette tribune. D'abord, cette question, le PSG est-il prêt pour affronter la Real Sociedad? Et puis, je vous le disais, s'il n'y a pas de gros scandale qui entoure ce match à venir de Ligue des Champions, il y a quand même de la polémique autour du club, évidemment. Sujet qui s'étire depuis plusieurs jours avec le possible départ du PSG du Parc des Princes. Les réactions s'enchaînent. Dernier épisode hier avec Valérie Pécresse qui envoie un message groupé sur WhatsApp aux maires des villes de plus de 10 000 habitants d'Île-de-France en leur disant « Ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un texto ». Allez, on parle de tout ça dans la tribune 100% PSG, présentation de l'équipe. Avec la 2e titularisation consécutive pour Alex Aflalo du Parisien. Bonjour Alexandre. Mais bonjour à vous surtout, voilà, merci de me recevoir, ça fait plaisir 2 fois d'affilée, pour une fois que je suis dispo 2 fois d'affilée, ça fait plaisir d'être là. Ouais, et puis la première de Nicolas Perronnet de la direction des sports de Radio France. Bienvenue Nicolas. Salut Thomas, bonjour à tous, bonjour Alex. Autour donc de la table avec moi, je vous le disais, ce membre du Parisien, Alexandre Aflalo. On l'avait pas vu en 2024 jusqu'à présent, jusqu'à la semaine dernière. Et il enchaîne, il enchaîne les matchs. Je le disais Nicolas, pour lui c'est sa première. Nicolas qu'on entend. Si vous hésitez, ça va, il n'y a pas de bisutage. Non, c'est pas prévu en tout cas. On s'est rasé dans le trou de nez, mais ça peut arriver. Ça peut arriver à tout moment. Nicolas que vous entendez peut-être si vous faites quelques infidélités à France Bleu. Vous l'entendez sur France Info, sur France Inter notamment. Vous l'entendez aussi sur le Tour de France l'été, l'autre spécialité de Nicolas Perronnet. Donc bienvenue à tous dans la tribune. On débat ensemble aujourd'hui et on revient d'abord sur cette 21e journée de Ligue 1, cette victoire. Je disais sans trop trembler du PSG, 3-1 face au LOSC. Les buteurs, Gonzalo Ramos, Alexandro qui a fait un sacré match, le Lillois, contre son camp, et Kolo Muani en fin de rencontre. Une équipe plutôt remaniée à 4 jours de la Sociedad avec Navas, Mukiele, Ramos, Kolo Muani titulaire, Mbappé préservé qui n'a pas joué. Et puis dans le même temps, Nice a perdu, Brest a fait match nul. Donc Paris prend encore un peu plus le large. 11 points d'avance désormais sur le gym, 12 sur Monaco, 13 sur Brest. Le 4e, ça ressemble quand même à une soirée parfaite. Tout ça, on va voir ce qu'en ont pensé nos débatteurs dans le j'aime pas. On va commencer avec toi d'ailleurs, Alex du Parisien. Ton j'aime d'abord pour ce PSG Lille, 21e journée de Ligue 1, c'était samedi. Mais moi en fait je pense que j'ai 2 j'aime. Honnêtement, j'ai pas aimé grand chose. Tu veux dire qu'il n'y a pas de j'aime pas? Il n'y a pas de j'aime pas, voilà. C'est juste que, c'est suffisamment rare pour être souligné, mais je pense que quand il y a des matchs comme ça qui sont globalement très satisfaisants et desquels il n'y a pas grand chose
à retirer, à enlever. Voilà, je pense qu'il faut aussi pouvoir le savourer. Moi, j'avais juste déjà, pour donner mon premier j'aime du coup, j'ai beaucoup aimé la façon dont s'est comportée l'équipe sans Mbappé. Je pense que avec tous les débats qu'il y a autour de son avenir, autour de son futur, il y a beaucoup de gens qui angoissent un peu de l'état qu'aura le PSG sans Mbappé. Les gens se disent oui, mais il faut le remplacer par un mec qui va forcément marquer 50 buts par saison. Non, si c'est pas Mbappé, 20 buts, 19 ou 20 buts, je crois, Kylian Mbappé en Ligue 1, mais c'est depuis le début de la 30 saison. buts, toutes positions confondues depuis le début de la saison. Voilà, quand Mbappé est là, alors oui, il marque ses 30 buts, mais il y a aussi d'autres talents qui ont moins de place pour s'exprimer. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on a vu contre Lille samedi, c'est-à-dire que en l'absence d'Mbappé, les autres personnalités de l'effectif ont aussi dû élever un peu leur niveau de jeu et ont aussi eu un peu plus de place pour exprimer leur talent. Et ça s'est bien matérialisé contre Lille. On a vu vraiment une belle identité collective. On a vu les deux attaquants, Colomboigny et Ramos, j'en parlerai dans mon deuxième j'aime, qui ont chacun marqué un but et qui ont fait globalement un bon match, ce qui est ça aussi plutôt rare, et en plus surtout quand Mbappé est là. Et on a vu aussi, une des performances collectives les plus abouties, moi je trouve, de la saison. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand je pense à vraiment des performances collectives très abouties, j'en ai en Ligue 1 deux autres qui me viennent en tête. C'est le premier match de la saison contre Lorient, alors où il y a eu 0-0, mais où c'était, moi franchement, C'était le renouveau un peu du PSG avec le premier match de Luis Enrique. Un des matchs les plus impressionnants que j'ai vu en termes d'énergie, d'envie, d'intensité, c'était complètement fou. Et en fait, le match contre Marseille où Mbappé se blesse au bout de 20 minutes, et en fait, c'est juste deux matchs où Mbappé il n'y avait pas Kylian Mbappé. Mais donc voilà, donc je veux pas dire que Mbappé est le point faible de cette équipe. Le diable, mais je trouve que le PSG est capable de proposer des choses intéressantes et différentes sans Mbappé, et ça c'est très très satisfaisant. D'accord, Nicolas Perronnet, de ce que dit Alex. C'est vrai qu'on a vu notamment dans le pressing, c'est vrai que c'est un des grands reproches qu'on peut faire à Kylian Mbappé, c'est de ne pas défendre, ou très peu. Là, toute l'équipe était mobilisée dans cette pression et ça a fait défaut à Lille, justement. Ouais. Après, Lille, c'était quand même pas terrible, faut le dire. Vous avez dit le cauchemar d'Alexandro. Il a quand même bien aidé le Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que la soirée du PSG, elle a été quasi parfaite. S'il faut sortir un j'aime, mais je vais pas être très original. Ce sera juste après, Nicolas. Ah oui, d'accord, ça fait d'abord réagir. Je connais pas encore, je débute. Je vais d'abord réagir à ce que disait Alex. Mais oui, c'est vrai que le PSG sans Mbappé, en tout cas, ça a été un très bon PSG. Moi, je les ai pas vus très très souvent cette saison, mais c'est aussi le meilleur match que j'ai vu du Paris Saint-Germain. J'ai vu une équipe qui a pas paniqué, une équipe remaniée, mais quand même très cohérente malgré tout, et équilibrée surtout. Et effectivement, équilibré, alors qu'on a au départ deux milieux de terrain vraiment de métier et quatre attaquants, même si effectivement Marco Asensio, on en a déjà parlé ici, fait aussi le boulot et le fait très bien en troisième milieu de terrain, mais sur le papier on avait quatre attaquants et si on regarde vraiment juste la feuille de match, on peut se dire que c'est déséquilibré. Or effectivement c'était pas le cas. Moi j'ai trouvé ça très équilibré, j'ai eu l'impression qu'il se trouvait facilement, j'ai pas trouvé ça si expérimental que ça finalement, même s'il y avait beaucoup de changements. Donc oui, la vie sans Mbappé au Paris Saint-Germain, si ça ressemble à ça, c'est pas si mal que ça en fait. Donc évidemment, on va pas dire que c'est mieux sans Kylian qu'avec Kylian. C'est pas le sujet, mais c'est quand même très 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 rassurant de voir qu'un PSG qui a pas forcément des repères sur toutes ses lignes, comme c'était le cas sur ce match face à Lille, puisse quand même sortir une copie comme ça. C'est quand même très très rassurant pour cette saison déjà, et puis pour la suite évidemment, pour la vie sans Kylian Mbappé, parce que ça va bien arriver un jour. Pour moi c'est vraiment en fait l'illustration que en fait ce qu'est en train de mettre en place Luis Enrique commence petit à petit à fonctionner, et qu'en fait les idées sont en train de prendre un peu le pas sur les individualités. C'est-à-dire que pour moi le but de toute équipe de foot qui veut vraiment imposer une certaine vision, c'est que peu importe les joueurs qu'il y a sur le terrain, l'identité reste un peu la même, qu'en fait ce ne soit pas vraiment des postes et des joueurs, mais des rôles
et que en fait c'est vraiment ce qu'on a vu. Complètement. C'est vraiment ce qu'on a vu pour moi samedi soir. Ouais, Luis Enrique, finalement, qui arrive aussi avec ce turnover, on en a parlé, à concerner tout le monde. Il remet Marco Asensio, il Kolo Muani, Gonzalo Ramos. Si on fait un petit point sur Gonzalo Ramos aussi, c'est vrai qu'il revient bien dernièrement. Il marque, il est en confiance. Kolo Muani, quand il alors il a eu un début de match pas forcément évident sur le côté gauche, mais une fois qu'il s'est réaxé, qu'il a occupé ce poste d'attaquant de neuf, il a été meilleur aussi. Elle est là aussi la patte Luis Enrique de concerner tout le monde, je crois. Je crois que de toute façon, ça pour le coup, c'est un indispensable pour tous les entraîneurs. Ça pour le coup, mais qu'on voit pas toujours là. Qu'on voit pas toujours, ça a l'air de fonctionner, mais ça, c'est vrai que c'est un peu un truc, en tout cas, que les entraîneurs du PSG ces dernières années répètent. Et oui, moi je veux 22 titulaires, oui, moi je veux 2 joueurs titulaires par poste, etc. Là, c'est vrai que. Et puis, c'était un débat qu'on avait eu, je pense, la semaine dernière, d'ailleurs, dans la tribune, sur la façon dont il fallait aborder ces matchs-là. Et pour moi, c'était vraiment le match de Lille, c'était le bon moment pour justement faire tourner, concerner, enfin, voir un peu si les seconds couteaux ont aussi la carrure pour porter l'équipe en Ligue 1, dans la mesure où si le PSG ambitionne d'aller loin en Ligue des Champions, il faudra aussi pouvoir faire reposer, faire tourner les gros titulaires si besoin avant ou après des gros matchs de Ligue des Champions, et que en fait ces joueurs-là vont devoir avoir du temps de jeu et devoir être performants. Et moi d'ailleurs j'en ressors un, même plus que Ramos, plus que Kolo Muani, plus que Asensio, qui quand même a beaucoup de temps de jeu, c'est Mukiele. Mukiele, qu'on n'avait pas vu du tout pendant pas mal de temps, alors que moi je trouvais personnellement qu'à chaque fois on en parlait encore aussi la dernière fois, mais à chaque fois qu'il jouait, moi je le trouvais plutôt bon. Et là, il fait un match très correct côté droit. Il a eu sa chance, il a fait ses 90 minutes. Il et finit très à bien. gauche, il fait le taf. Il fait le taf, il dépanne et c'est parfait. Alors qu'il, c'est presque plus étrange de ne pas l'avoir vu oui, plus tôt, en fait, finalement. C'est un truc que je m'explique pas trop. Voilà, j'ai un truc que je m'explique pas trop, très honnêtement. Je pense que Luis Enrique doit avoir ses raisons, mais voilà. Mais c'est vrai que de voir ce PSG qui sort de ses individualités, de sa dépendance à certaines individualités, ça se voit aussi quand justement les titulaires ils rentrent en seconde période. Parce que quand Hakimi, Zaïre Emery, Barcola aussi arrivent. Une énorme entrée. Ouais. En fait, finalement, ça change pas grand-chose, ni dans la manière d'aborder, de finir ce match, ni dans la manière de se trouver. Donc c'est vrai qu'on a vu une vraie équipe face à Lille. Et ça, c'est quand même déjà l'objectif recherché cette saison. Et hyper intéressant pour la suite, quoi. Bon, justement, Nicolas, puisque tu as la parole, ton j'aime, voilà. J'aurais bien mis un j'aime à Dembélé, mais on va pas être super original parce que voilà, il est quand même très bon en ce moment. Mais non, moi, mon j'aime, c'est un peu l'ensemble de son œuvre du Paris Saint-Germain, parce que c'est jamais facile, en fait, ces matchs d'avant, et on l'a vu sur les saisons précédentes. C'est quand même très compliqué de sortir d'un match à 3-4 jours d'une Ligue des Champions et d'un 8e de finale, en plus, pour le Paris Saint-Germain, sans se dire il va y avoir un feuilleton jusqu'à mardi ou mercredi soir, sans se dire c'est la catastrophe. Et là, il n'y a rien, quoi. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de blessés, le groupe, il est au complet. Sans Mbappé, on vient de le dire, ça a été ultra cohérent. Il n'y a pas de feuilleton Mbappé parce que franchement, on ne nous cache rien visiblement, quoi. Il sera là mercredi soir, il n'y a aucun doute. Ce qu'a répété Luis Enrique. Le discours de Luis Enrique, j'ai beaucoup aimé aussi à la fin, quand il a quand même dédramatisé les jours qui arrivent. On l'entendra tout à l'heure au fil de cette émission, effectivement, dédramatiser l'importance de la Ligue des Champions pour le PSG. Et ça va être important sur les jours qui viennent, même si c'est pas le premier à le dire. Là, on sent quand même qu'il n'y a pas le même drama que ces dernières saisons, en tout cas. Donc parce que aussi l'adversaire peut-être permet de dire ça. Bien sûr, mais pour rester sur Lille, c'est pas évident de réussir ces matchs d'avant, on le sait. Et là, je trouve qu'en fait, tous les feux sont ouverts. Et franchement, pour l'ensemble de son œuvre, c'est un j'aime pour ce PSG face à Lille. Pour ce PSG de la 21e journée. C'est ça aussi, Alex, on souffle finalement après ce match-là. Complètement. Et même pour aller dans le sens de tes propos, c'est-à-dire que toute l'atmosphère autour du PSG avant ce 8e de finale, elle est assez positive. C'est-à-dire que moi, pour le coup, j'ai pas souvenir d'une saison, c'est peut-être 3, 4, 5 dernières années, où à l'approche d'un 8e de finale de Ligue des Champions, on va dire 1 mois, 2 mois avant, on parle quasiment que de foot.
Pour moi, il n'y a que deux choses qui ont fait sortir un peu l'actu PSG de ce truc-là. C'est toutes les révélations sur les barbouzeries, Nasser Al-Khelaifi, etc. Bon, ça, mais alors, à la rigueur, ça n'a même pas tant fait scandale que ça. Alors ça serait peut-être dû, hein, mais ça n'a même pas tant fait scandale C'est que vraiment ça. de l'extra sportif Mais c'est qui ne concerne pas vraiment l'équipe. En fait. Oui, mais l'extra sportif a quand même beaucoup pollué la vie du Paris Saint-Germain ces dernières années. Pas là, c'est vrai. Donc il y a ça, et il y a la question de la prolongation de Kylian Mbappé, mais qui est une question un peu qui est en toile de fond. Donc c'est des trucs qui même viennent pas trop polluer, et puis on a l'impression qu'eux-mêmes ont réglé ça, qu'ils sont un peu apaisés avec ça de leur côté, etc. Donc en fait, on arrive dans un moment où il n'y a pas de polémique, il n'y a pas d'affaires extrasportives, il n'y a pas de joueurs qui viennent faire une dinguerie à droite à gauche, je ne sais quoi, qui viennent dire des bêtises en conférence de presse, qui se font photographier en boîte de nuit complètement. Enfin, il y a rien pour qui vient. l'instant, il est 13h35 lundi. Donc. Peut-être qu'ils y sont encore. Non, mais pour l'instant, à ce moment de la saison, il n'y a rien qui vient vraiment polluer la vie du Paris Saint-Germain et polluer la route de on veut devenir une meilleure équipe de foot. Et c'est ça qui est surprenant, Voilà. en fait. Ce qui est très rafraîchissant. Hein. Franchement, c'est vrai que ces dernières années, on ne manquait pas de sujets dont parler sur le PSG, mais des sujets qui, des fois, avaient rien à voir avec le foot et ça pouvait plus nous gonfler qu'autre chose. Franchement, il y a des fois aujourd'hui où on se dit, mais de quoi on va parler aujourd'hui, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que là, il n'y a que le terrain finalement. Ouais, mais ça on fait posera la question d'ailleurs, puisque notre premier thème, ce sera est-ce que le PSG est prêt pour ce 8e de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. On se posera la question si finalement le PSG a changé depuis la fin d'année 2023, comme promis par Luis Enrique. Alexandre, pas de j'aime pas, Non, priori, pas de j'aime pas. donc un deuxième j'aime. Comme je viens de dire, on est positif en ce moment. Voilà. Il n'y a rien qui vient. Non, moi je voudrais juste revenir sur un petit j'aime sur un moment du match qui m'a beaucoup fait plaisir. C'est le grand sourire de Randal Kolo Muani quand il a marqué son but. Parce qu'on l'a vu, alors sur le début d'année, il a marqué en Coupe de France plusieurs fois. Et il a pas forcément célébré avec beaucoup de démonstration, beaucoup d'enthousiasme, voilà. Là, en fait, parce qu'en fait, je pense que ses buts précédents venaient un peu à la fin de matchs qui n'étaient pas ouf. Et du coup, il se disait, bon, bah, ok, j'ai marqué, c'est super, mais en même temps, bon, est-ce que ça vient vraiment rattraper le reste de ma performance? Et là, en fait, contre Lille, pour le coup, il fait une performance assez aboutie. Il en a eu deux avant. Voilà, il a des occasions où on sent vraiment qu'il lui manque que le but pour être heureux. Et quand il marque, on sent vraiment le soulagement aussi. Ah ouais, le soulagement, vraiment et puis il est important ce but, la joie mine de rien, naturelle. C'est le troisième parisien, il met vraiment totalement cette équipe à l'abri, parce qu'on sait que ces dernières semaines, ça a été toujours le problème d'une équipe qui s'est fait reprendre sur le gong ou dans les dernières minutes. Là, il a mis tout le monde un petit peu à l'abri aussi, quoi. C'est ça, il est important dans le match, ce but, et puis il est important, surtout hyper important pour lui, parce qu'on sait à quel point, pour un attaquant, la confiance, c'est primordial. On voit Bradley Barcola, comment il marche sur l'eau en ce moment, c'est parce qu'il est en full confiance depuis 2 mois, quoi. Et Randal Kolo Muani, d'ailleurs, à qui donnait une interview récemment, peut-être à 11 Mondial ou à Téléfoot, enfin je sais plus, il a fait quelques médias récemment. Il me semble qu'il disait que c'était aussi ça. Il faut qu'ils soient en confiance, il faut qu'ils soient vraiment dans cet environnement et les attaquants, c'est hyper important pour eux. Mais d'ailleurs, son but quand même sauve un peu son match, mine de rien, parce qu'il a, même si effectivement il fait une bonne fin de match, on sentait un peu ce manque de confiance quand même sur le terrain avec des mauvais choix, on va dire, dans le dernier geste. Je pense à une action, ça doit être à la 70e, où il fait une passe qui est pas la bonne, vraiment dans la zone, alors qu'il y a deux attaquants qui attendent le ballon, parfois presque trop altruiste, comme s'il n'avait pas assez confiance en lui. Je pense que ça peut lui faire du bien aussi là-dessus. C'est ça, je pense que ça va venir aussi. Ce but, il peut débloquer des choses. Maintenant, il faut enchaîner, parce que la confiance, elle vient, mais elle peut repartir très vite aussi, quoi. C'est vrai, Nicolas Kolo Muani, je disais, sur le côté gauche, c'était un peu difficile, mais vraiment, quand il a suppléé ensuite Gonzalo Ramos, il s'est quand même montré plus à son avantage. Ouais, c'est ce qui était marrant aussi sur ce match, c'est qu'en fait, quand il met son but, il a pratiquement exactement la même, je crois, un quart d'heure ou 20 minutes avant, enfin, je sais plus, mais et là, on se dit, ouais, c'est du Kolo Muani, quoi. C'est malheureusement, c'est bien, mais il manque toujours ce petit truc. Et
on la sent, quoi, cette pression, quoi. Donc c'est Ouais, vrai c'est que ça. quand il a pratiquement la même, et parce qu'en plus elle n'est pas facile à mettre, hein, son but, il faut aller le couper au premier poteau comme ça. Quand il le met, ouais, on sent la délivrance. Après, on voit sur les images qu'il y a un gros sourire et ça change par rapport au Kolo Muani qu'on a vu ces derniers temps. Et puis tous ses partenaires qui viennent le Ouais, féliciter aussi. ouais. Donc c'est vrai que ça fait partie de tous les gemmes qu'il y a effectivement Mm. autour de ce PSG Lille. Et Kolo Muani, il a besoin de ça. De toute façon, il a besoin de marquer. C'est un attaquant, c'est un neuf. Il a besoin de marquer. Ça commence peut-être à se débloquer un petit peu, quoi. Mm. Autre joueur qui a fait une belle performance, et t'as failli en faire ton gemme, Ouais. Nicolas, c'est effectivement Ousmane Dembélé. Alors c'est vrai que là il est dans une bonne période, mais Incroyable. parlons-en quand même parce que c'était l'un des cadres titulaires sur ce match-là de Lille à samedi, enfin au Parc des Princes face à Lille samedi. Il a été assez impressionnant. Bon, Il a c'est fait du Dembélé, voilà, quoi. c'est ça, Ouais. du Dembélé. Il a fait du Dembélé. Le problème, c'est qu'en fait, on a beau l'étudier autant qu'on peut, on a beau savoir ce qu'il va faire, il le fait quand même, quoi. C'est délirant. Ouais. C'est dingue, hein. Il arrive quand même à déstabiliser, mais constamment. Constamment. Alors, encore une fois, moi, j'ai pas trouvé la défense lilloise au top C'est ce quand même week-end, mais avant ce match-là, c'est la deuxième meilleure défense de Ligue 1 quand même. ouais, C'est ça qui est fou. je les ai vraiment pas trouvés Mais là, dans leur match, mais malgré tout, quoi. Enfin, il arrive Oui, à oui. déstabiliser, mais c'est Même avec incroyable. 3 mecs sur lui, Ouais. il les dépose. Aujourd'hui, ça qui est c'est assez la délirant. valeur sûre du Paris Saint-Germain, ce qui était pas forcément évident au début de saison. Aujourd'hui, c'est quand même, ouais, et d'ailleurs, Lucien Riquet le dit, c'est quand même une des valeurs sûres, en tout cas, du Paris Saint-Germain. Je pense que quand il fait sa compo d'équipe, il un des commence par premiers noms. Dembélé, Ouais. ou presque, quoi. Ouais, et encore décisif. Alors, il marque pas, mais passe décisive. C'est une galette incroyable qui délivre, Ouais, Je crois que à Gonzalo Ramos. c'est sa 10e passe décisive de la saison. Ouais. Ouais, la Donc, 7e en Ligue 1, ouais. effectivement. Ouais. Donc Il manque juste le but, quoi. c'est Mais- pas mal. Bah, mais- ouais, voilà. Après, enfin, que ce soit le match contre Brest, c'était mercredi, Mm. et le match contre Lille samedi, il a des opportunités de marquer, mais après, c'est vrai que dans le dernier geste, c'est pas son fort. Non. Après, voilà, le truc, c'est que si il avait ça en plus. Oui. Bon bah c'est Mbappé, on en parle plus, voilà. Donc voilà, je pense que il y a pas forcément, enfin on n'a pas forcément besoin de marquer 15 buts par saison pour apporter beaucoup de choses à une équipe, et Ousmane Dembélé, pour le coup, il le montre, et je pense que pour le coup il apporte quelque chose à ce PSG qui manquait vraiment et qui manque parfois vraiment aussi, c'est le côté un peu catalyseur, quoi. Ouais. Le côté je vais accélérer, je vais casser une ligne, je vais faire un geste inattendu, je vais faire en fait je vais provoquer un mouvement qui va sortir un peu l'équipe de son immobilier, parce que le PSG peut parfois être un peu statique, un peu Le côté voilà, folie, ouais. voilà, attaquer un peu de manière très sage, et Dembélé, vraiment, il est pas, voilà, comme il est pas sage, quoi. Il est pas sage du tout. Comme il y a le même de l'autre côté qui est en train Ouais. de faire plus ou moins la même chose. C'est Ouais, ça, c'est vrai que c'est ça. c'est quand même très, très, très difficile, j'imagine, de défendre aujourd'hui face au PSG, quoi. Et puis là aussi, là où on peut souffler aussi, c'est que quand il est arrivé, Ousmane Dembélé, vu le passif qu'il avait Oui. physiquement, on se disait, est-ce qu'il va pas encore. Alors oui, il est très bon techniquement, etc., mais est-ce qu'il va pas encore se péter et passer un tiers de la saison à l'infirmerie? Là, mine de rien, on va toucher du bois, on va croiser les doigts, mais ça a l'air de tenir, quoi, pour Ousmane Dembélé. Nicolas, ou non, Alex. pardon, en fait, juste pour préciser une chose, c'est vrai que ceci dit, avant qu'il vienne au PSG, il s'était pas blessé pendant quasiment un an déjà. Donc ça allait déjà mieux. Il avait une opération, je crois, il avait une opération, je crois, déjà pour régler une blessure, un truc qu'il avait depuis longtemps. Je ne vais pas dire de bêtises, mais j'ai pas de précision, mais il me semble qu'il avait été opéré. Et donc voilà, on sent que ça va mieux, qu'il s'est stabilisé dans sa vie, qu'il s'est renforcé physiquement, et enfin là, vraiment, ça se voit. Mais c'était une crainte qu'on pouvait avoir, je pense, Oui, bien sûr, légitimement évidemment. quand même sur. Évidemment, mais qu'il a fait taire, Bien sûr. du coup, Ouais. depuis 6 mois. Ouais. Un mot aussi de Luis Enrique quand même, parce qu'il a sur le cas Dembélé, justement, là aussi, tu en parlais, Nicolas, sur la gestion d'équipe, là aussi, on ne prend pas de risque, comme pour Mbappé, on le fait pas jouer face à Lille, on le garde au frigo. Là, Ousmane Dembélé, pareil, à la 60e, 65e, on le sort. Si je me trompe pas, c'est Bradley Barcola qui le remplace, C'est ça. et on perd pas au change quasiment. Bah oui, parce qu'en fait, Bradley Barcola, c'est un peu la même chose, quoi, finalement, avec peut-être un petit peu plus de régularité dans la finition, mais en tout cas,
Voilà, dans le coup de rein, dans cette espèce de petite grain de folie dont on parlait tout à l'heure, il fait la même chose finalement sur son côté gauche et puis il le fait systématiquement maintenant. Là, face à Lille, c'était hallucinant, quoi. Dès qu'il prenait le ballon, il y avait un il avait a danger. mis des mètres à chaque fois. Qui était en C'était face de lui. Ismaili. Ouais, c'était Ismaili, quoi. Il a passé une très très mauvaise soirée quand même. 10 ans d'écart, je pense qu'il les a sentis. Alors qu'Ismaili, c'est un très bon joueur. Mais, ouais. Mais là, c'était flagrant et c'est vrai qu'il fait un petit peu comme Dembélé, quasiment. On sait ce qu'il va faire en fait, quoi. Quand il prend le ballon là sur le long de la ligne de touche, on sait pratiquement ce qu'il va faire et comme Dembélé, ça marche, quoi. Donc oui, c'est sûr que pour Luis Enrique, c'est du régal, quoi. Bon, le banc était pas mal. Hein. Le banc était pas mal samedi, forcément. Il y avait du Kylian, il y avait du Bradley Barcola et puis son apport défensif aussi qui est non négligeable à Bradley Barcola, même si là on l'a un peu moins vu par rapport au match précédent, mais c'est toujours ça aussi qui est agréable à voir avec ce joueur-là, quoi. Ouais, il a un abattage de dingue et même moi des fois je suis surpris de le voir gagner des duels aériens. Alors qu'il n'a pas un physique de... c'est pas Danilo, quoi, mais je suis hyper impressionné par ce garçon. C'est un footballeur très moderne, très, très fort. Mais en fait, quand je le vois dribbler, j'ai l'impression de voir Mbappé il y a 8 ans, quoi. C'est-à-dire le côté démarrage. À la fois très, très frêle, mais très imprévisible, un peu élastique, un peu... j'ai vraiment ce sentiment-là et je pense vraiment... j'espère vraiment qu'il va faire parler tout son potentiel, quoi. Un petit mot encore pour ce match de Lille aussi, avant de passer à ton j'aime pas. Est-ce que t'en as un j'aime pas? Ouais, c'est un petit. C'est un petit. Bah oui, parce que la soirée, on le disait quasi. Un j'aime moyen, quoi. Ouais, c'est le fameux quasi parfait pour la rencontre. C'est ce qui nous a tous surpris, je pense, samedi quand on a vu la compo d'équipe, c'est Keylor Navas qui a fait ça. C'était ça mon j'aime moyen. Bon, et ben on y va tout de suite. On y va tout de suite sur le. Là, c'est pas que j'aime moyen. Je m'interroge un petit peu sur pourquoi la rotation là, pourquoi pas en Coupe de France, quoi. Voilà, alors autant laisser les cadres au repos. Oui, on l'a dit, c'était plutôt bien joué de la part de Luis Enrique, ça a plutôt été bien accueilli et c'est ce qu'il fallait faire et ça a bien marché. Encore une fois, les feux ils sont ouverts avant la Ligue des Champions. Après, sur le poste de gardien, je m'interroge. C'est pas j'aime pas parce qu'il a fait un bon match. Moi, j'étais content de le revoir, Keylor Navas. Il a fait un bon match, il a fait un match correct, quoi. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Non, c'est plus. Pourquoi là, en fait ça faisait 1 an et demi, je crois qu'il n'avait pas été titulaire, un truc comme ça. Pourquoi en championnat, c'était sa première rencontre de la saison. Alors pourquoi j'imagine que la réponse c'est que le match de Brest était beaucoup plus important aux yeux de Luis Enrique que le match de Lille, mais moi je l'aurais bien vu. Luis Enrique a répondu. Je sais pas si vous avez la réponse, mais en conférence de presse, il a dit qu'il voulait simplement faire tourner. Ton avis, Alexandre? Moi, pour le coup, pour moi, ça fait très sens pour le coup. Mais en fait, pour moi, le match de Brest, c'était la répétition générale de la Real Sociedad. Ouais. Et en fait, moi, pour le coup, quand j'ai vu la compo contre Brest, j'étais limite surpris parce que c'était l'équipe type, quoi. C'était vraiment l'armada, machin. Et pour moi, il voulait vraiment avoir ce côté, c'est un match de coupe, on va se mettre en condition, je veux voir mentalement comment vous êtes, là, et donc mettre Donnarumma. Et n'importe quel entraîneur aurait pu dire, c'est pas grave, le deuxième gardien, tu joueras au tour suivant de la Coupe de France, on s'en fout. Mais je pense que là où Luis Enrique a été malin dans sa gestion, c'est que je m'imagine qu'il a dû dire à Navas, là j'ai envie de faire ma répétition générale, donc je fais jouer Didio, mais par contre promis je te fais jouer contre Lille. Et là il y a du coup un espèce de oui. Non. Mais c'est mon côté conservateur, je me dis. Non, mais c'est le gardien, le deuxième gardien, il va en Coupe de France. Mais après honnêtement, c'est pas j'aime pas. C'est vraiment. C'est ça. Et puis quand ton deuxième gardien c'est Keylor Navas, franchement, est-ce que tu perds vraiment en qualité sur un match de Ligue 1? Il peut se le permettre. Il peut se le permettre. C'est pas, tu fais pas jouer. Non, mais je me dis que même pour lui, quoi, pour Keylor Navas. Enfin voilà, on pouvait lui donner. Oui, non, mais voilà, c'est. De toute façon, ça reste anecdotique même pour lui. Il va jouer 3 matchs dans la saison. Oui, bien sûr. Ce qui est terrible. Mais... On avait vu aussi Arnaud Tenas un peu plus tôt dans la saison quand Didio Donnarumma s'était fait exclure du côté du Havre. Il avait été plutôt bon aussi. Hein. Navas s'était blessé à l'époque. Oui, exactement. Si on résume en quelques mots. PSG très rassurant, les feux sont au vert avant la Real Sociedad, hein, c'est ça? Répétition réussie. On a soufflé, c'est ça. Voilà, on souffle, on attend maintenant avec grande impatience le match de mercredi. Allez, on fait une pause dans 100% PSG la tribune, à tout de suite. Sur France Bleu Paris, tous les jours dès 11h.
On parie que vous allez jouer. Et cette semaine, on fait le plein. Laurent Petit-Guillaume. Mais oui, on a décidé de donner un petit coup de pouce à votre budget déplacement. C'est pas tous les jours qu'on vous propose ça, hein. Pas tous les jours qu'on vous propose de faire des économies. Alors profitez-en, tentez votre chance et venez jouer pour gagner 100 € de carburant. Alors, bonne chance à tous. Paris Express, tous les jours sur France Bleu Paris, dès 11h. 100% PSG, la tribune. Alexandre Aflalo du Parisien, Nicolas Péronnet de la direction des sports de Radio France avec moi aujourd'hui pour analyser et revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain dans 100% PSG, la tribune. Alors messieurs, on le disait il y a quelques instants, match convaincant contre Lille. C'était bien aussi 3 jours plus tôt en Coupe de France face à Brest, avec de nouveau cette qualification pour les quarts de finale de la compétition. Un quart de finale de Coupe de France n'était plus arrivé depuis 2 saisons pour le PSG, sorti 2 saisons de suite en 8e. Tiens, comme en Ligue des Champions, c'est peut-être un signe, on va le voir comme ça. Alors selon vous, vu les dernières semaines, est-ce que vous estimez cette fois que le PSG est prêt pour son rendez-vous de Ligue des Champions, Nicolas ? Oui, moi je pense que le PSG est prêt. Il y avait quelques petits doutes quand même. Le match contre Strasbourg, c'était quand même pas terrible. Et celui de Brest aussi. La deuxième mi-temps, ouais. Donc on va quand même toujours être prudent avec le Paris Saint-Germain. Mais comme on disait tout à l'heure, je pense que le PSG a rarement été aussi prêt pour un 8e de finale de Ligue des Champions. Là, pour le coup, je pense que c'est la Real Sociedad qui n'est pas prête du tout. On va y revenir, Mais du côté du Paris Saint-Germain, oui, je pense que le PSG est prêt. Ouais. Alexandre, même question. Le PSG, c'est bon, c'est prêt. Vous allez voir J'aurais tendance à dire que oui. On sait jamais. C'est vrai que les 2 derniers matchs ont quand même beaucoup eu tendance à me rassurer. Parce que oui, Strasbourg et Brest avant, c'était pas folichon. Et on avait un peu des petites voix qui s'élevaient en mode oui, la condition physique, oui. Est-ce que votre équipe est vraiment plus forte en février qu'en décembre, comme vous l'avez promis, monsieur Henriquet, qui étaient des voix très légitimes, par ailleurs. Voilà, moi je suis un peu comme Nicolas, c'est-à-dire que la prudence avant tout. Le Paris Saint-Germain nous a prouvé 1000 fois que la confiance, ça voulait pas dire grand-chose. Tout va très vite dans le football, c'est un poncif. Tout va très vite dans le football. Le football, il a changé. Non, mais c'est vrai que cette question, est-ce que le PSG est plus fort en février qu'en décembre, c'était la vraie question. Ouais. Moi, je pense que oui. On a posé la question aux entraîneurs qui ont affronté le PSG ces derniers temps, à Eric Roy, à Paulo Fonseca, et ils disent oui. Pour eux, le PSG est prêt. Ça va réconcilier Bruno Salomon avec Eric Roy, parce qu'ils ne s'entendent pas trop. Mais mais c'est vrai que c'est bien d'avoir leur point de vue aussi. Et c'est vrai que nous, on a posé la question aux derniers adversaires du Paris Saint-Germain, aux derniers entraîneurs. Et on n'a pas eu la réponse un petit peu moyennasse. C'est quand même, oui, le PSG est meilleur. Ça ne sautait pas aux yeux, c'est vrai, il y a quelques semaines. Mais je pense que quand même, ce match face à Lille, il valide des choses, quoi. Il valide des choses et il valide un travail qui a eu lieu aussi entre décembre et février. Donc moi, je trouve que le PSG est meilleur aujourd'hui qu'en décembre, où on s'interrogeait un petit peu. Même si les prestations récentes n'ont pas été formidables, globalement, je trouve que ce qu'on a vu face à Lille prouve que le PSG est meilleur, quoi, tout simplement. C'est pas que ce match-là, en fait. C'est l'aboutissement aussi de la réflexion. Le fait que Luis Enrique arrive à faire cette composition d'équipe-là, à arriver mentalement peut-être aussi plus fort pour ce rendez-vous européen de cette semaine. Voilà, sur tous ces axes-là, moi je trouve que le PSG a progressé par rapport au mois de décembre. Et c'est ce que disait Vitinha aussi en zone mixte après la rencontre. Il disait effectivement on est meilleur aujourd'hui, enfin samedi, que après le match du Borussia Dortmund fin novembre 2023. Alexandre, toi tu étais là la semaine dernière pour la tribune 100% PSG Tout aussi. à fait. C'était pas tout à fait la même teneur dans les discussions. Il y avait beaucoup plus d'inquiétude, même que ce soit Bruno et les membres de l'équipe. Ouais. Et en une semaine, tout a été retourné presque. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la semaine dernière, on sortait vraiment de Brest-Strasbourg, où Brest, tu te fais remonter 2 buts en une période, et Strasbourg, honnêtement, c'est un peu un miracle que tu ne te fasses pas remonter 2 buts en une période. En fait, je trouve que...
Et je pense que là, je ne sais pas si ça a à voir à des ressorts plutôt physiques ou plutôt mentaux dans la façon dont ça s'est débloqué. Mais je pense qu'ils ont pris conscience qu'ils rentraient dans un espèce de tunnel de matchs qui vont être hyper décisifs pour leur saison, qui commençait donc mercredi et qui va finir le 8 mars ou le 9 mars au retour contre la Real Sociedad. Et qu'en fait, le moment où ils devaient aller vers leur pic de forme, c'était maintenant. C'est-à-dire que en fait, quand Luis Enrique disait mon équipe sera plus forte en février, je pense qu'il disait pas le 1er février, on est au max. C'est à partir du 1er février, on va gentiment commencer à monter, et on va arriver à ce niveau optimal. Là, pour le coup, la semaine dernière, oui, on était un peu que se passe-t-il, et puis en fait, ces deux matchs-là, encore une fois, je ne sais pas si c'était plus dans les têtes ou dans les corps que ça s'est joué, parce qu'au final, les corps, ils sont toujours aussi fatigués, je pense, si ce n'est plus que la semaine dernière. Mais on sent qu'il y a eu effectivement un petit déblocage, quoi, une petite mise en situation. C'est un vrai déclic, c'est pas un épiphénomène, quoi. Ouais, une mise en situation. C'est-à-dire c'est maintenant que ça commence et on se met dedans, quoi. Ce qu'on a toujours reproché d'ailleurs au PSG ces dernières saisons, en disant regardez les grosses équipes, elles sont jamais flamboyantes à l'automne et puis boum, au printemps ça régale. C'est ce qu'on espère pour le PSG, on n'y est pas encore. C'est ça. Bah après, je pense que ça c'est des trucs qui ça se fait pas d'une saison à l'autre, c'est pas du jour au lendemain. C'est de l'expérience, c'est le faire une saison, 2 saisons, 3 saisons, 4 saisons, le faire sur la durée, etc. Donc on va dire que on est sur la bonne. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense que le PSG est sur la bonne voie. Je pense aussi qu'il faudra de toute manière attendre déjà le résultat du huitième de finale aller pour tirer des vraies conclusions de ça, et puis surtout voir si le PSG se qualifie et comment le PSG se comporte en quart, etc. pour voir déjà si ça fonctionne bien. Et la saison prochaine, si ça continue, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses pour moi de long terme qu'il faut implémenter au niveau du PSG. Il faut regarder ça, il faut prendre un peu de hauteur et prendre un peu le temps de regarder, effectivement. Nicolas, est-ce que ça veut dire aussi que Luis Enrique, quelque part, t'a convaincu? Parce qu'on avait tous un peu des doutes, ou en tout cas des interrogations depuis le début de la saison, depuis qu'il a pris cette équipe, parce que tous les matchs n'ont pas forcément été flamboyant, on l'a dit ici. Est-ce que là, ça valide un petit peu, même s'il faudra attendre vraiment la validation officielle, on va dire qu'elle se fera après-demain et puis le 8-9 mars pour le retour de la Real Sociedad. Est-ce que là, mine de rien, Luis Enrique, il vient de rassurer un peu tout le monde? Moi, je trouve que, en tout cas, dans l'aspect mental, oui, j'ai l'impression qu'il y a une vraie différence par rapport aux années précédentes. Après, il ramène son expérience, je pense, de ces séquences-là, qui sont quand même qui sont hyper importantes. Il arrive à concerner tout le monde, donc ça, c'est à mettre à son actif. Et je trouve que si tout le monde dit, parce que c'est général de dire que cette répétition face à Lille a été réussie, c'est en grande partie grâce à lui, quoi. Et il a réussi son avant-match et il a réussi son après-match, qu'on disait tout à l'heure, en dédramatisant tout de suite, en disant mais je comprends pas, moi, pourquoi en France, pendant 15 jours avant, on parle que de Ligue des Champions, on va l'entendre dans un instant. Moi, je trouve qu'il a... c'est de la com, mais je trouve qu'il est bon là-dessus. Et je trouve que ça marche. Cette fois-là, parce que c'est vrai que sa com sur les dernières semaines a été justement très pointée du doigt, parce qu'elle n'était pas forcément très bonne, notamment avec la presse. Là, effectivement, elle a été différente. Si on se met tous d'accord pour dire que le PSG est prêt pour mercredi, je trouve que c'est en grande partie grâce au choix de Luis Enrique déjà, qui a fait le pari de faire cette composition d'équipe. Ça a marché. Et derrière, je trouve que la com, elle est bonne, moi, pour le coup, pour cette semaine. D'accord, Alexandre, ou pas? Oui, alors, si lui, il comprend pas pourquoi 15 jours avant on parle de la Ligue des Champions, je veux bien lui expliquer, il n'y a pas de souci. On a un peu de passif quand même avec cette équipe pour s'en enquêter 15 jours avant. Mais oui, t'as Nicolas tout à fait raison, c'est de la com, surtout, c'est de la com. C'est de la dédramatisation pour alléger l'atmosphère aussi autour du club et autour des joueurs. Puisqu'on en parle, on va poser la question, est-ce qu'on en fait trop avec la Ligue des Champions? Écoutez, Luis Enrique, c'était après le match. Lui, il comprend pas trop, effectivement. J'ai la sensation, d'après ce que je perçois autour du club, que ça fait 3 semaines qu'on parle de cette Ligue des Champions, notamment à la télévision, comme s'il n'y avait que ça, comme si c'était la vie ou la mort. Ce n'est pas le cas. Il faut être tranquille, avoir envie, mais sans pression, sans anxiété.
On ne peut pas se dire « Mon Dieu, il n'y aura pas de lendemain si on perd ». Calme, on va profiter de la Ligue des Champions. Et puis si l'adversaire est meilleur, on applaudira. Ce n'est pas toujours bon d'avoir trop de pression. La pression, c'est pour ceux qui ont déjà remporté la Ligue des Champions. Nous, on ne l'a pas fait encore. On a simplement de l'envie. La presión para los que la han ganado. Nosotros tenemos ilusión, mucha, más que nadie. Donc pas de pression à avoir, Alexandre Aflalo, avant Mais ce... alors, honnêtement, match. donc oui. Est-ce que tu es d'accord d'abord Non, mais avec ce il a, que dit en fait, Luis Enrique il a 100% raison. Il a 100% raison. C'est-à-dire on peut pas lui donner tort sur le fait qu'il faut pas avoir de. Enfin, il faut avoir un peu de pression, mais de la pression, pas de la pression négative, quoi. Il faut pas avoir de l'anxiété. Il faut pas avoir une espèce de chape de plomb au-dessus de la tête qui va nous écraser si jamais on fait une mauvaise passe. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup handicapé le PSG depuis le jour maudit dont je ne parlerai pas. Et où on voit cette espèce de blocage psychologique à chaque fois que le PSG arrive à un moment un peu décisif avec des champions. Et je pense qu'un entraîneur qui a beaucoup d'expérience comme Luis Enrique a justement cette capacité à faire passer ce message-là aux joueurs, que les joueurs puissent l'écouter, etc. Quand est-ce que vous diffusez l'interview de Danilo Pereira C'est ce soir. C'est ce soir. C'est lundi soir. Il me semble qu'il va évoquer, il me semble qu'il va évoquer de manière très intéressante. J'ai pas encore écouté, mais il me semble qu'il va évoquer de manière très intéressante le rôle aussi du psychologue du club, du psychologue qui est dans le staff de Luis Enrique depuis de nombreuses années, qui est un des messieurs qui l'accompagne depuis ses débuts en pro. 18h, 19h Voilà. sur France Bleu Paris et en podcast évidemment. Évidemment, Voilà. ça s'appelle une passe décisive de ma part pour la vôtre. Dembélé, Gramos, Voilà. samedi soir. Pareil. Je pense aussi que ça, c'est un truc que les suiveurs du PSG ont appelé de leur vœu pendant de nombreuses années, et surtout après la remontada, qu'on mette un peu d'ordre dans la tête des joueurs, que les joueurs puissent avoir un espace d'expression pour justement évacuer certaines interrogations, angoisses qu'ils pouvaient avoir, parce que les jambes fonctionnent avec la tête, et si la tête est un peu embrumée, les jambes fonctionnent moins bien. Donc voilà, je serais très curieux de savoir ce que Danilo va dire là-dessus, parce que c'est hyper intéressant. Et je pense que du coup, Luis Enrique travaille à mettre autour du PSG. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ça va prendre des années, hein, pour le jeu comme pour le mental. Mais il travaille à installer autour du PSG un climat un peu sain, un climat de pas de peur, mais d'excitation, quoi. On peut pas. En fait, si on est effrayé dès que la Ligue des Champions arrive, C'est ça. mais même en tant que suiveur, en tant que supporter, c'est-à-dire que il faut qu'on ait cette excitation qui revienne, ce côté c'est la Ligue des Champions, pas c'est la Ligue des Champions. Voilà. Mais c'est là où moi je trouve qu'il a été plutôt bon dans sa communication, parce qu'en fait évidemment qu'il a identifié ce chantier-là au Paris Saint-Germain. Peut-être le principal chantier. Évidemment qui sait que c'est la gestion émotionnelle, la gestion psychologique du printemps qui est le chantier numéro 1 du Paris Saint-Germain depuis des années. Donc arriver finalement à ce qu'aujourd'hui nous on ressente plutôt cette sérénité, je trouve que c'est sa grande réussite et des derniers jours, quoi. C'est-à-dire que cette phrase-là qu'il a répétée et qu'il allait répéter, qu'il savait qu'il allait répéter après la victoire de Lille, il la sort au bon moment, en fait, quoi. Et ça accompagne, c'est vrai, cette espèce de projet des stress. Ça va peut-être durer 5 jours, hein, on ne sait pas. Voilà. C'est ça. Mais en tout On cas, verra Si le mercredi PSG perd soir. 3-0 mercredi, Voilà. on va être beaucoup plus stressé. en tout cas, pendant ces quelques jours là qui nous amènent jusqu'à mercredi, effectivement, l'environnement il a changé, quoi. Donc on va voir. Mais c'est vrai qu'on sent le calcul quand même, parce qu'il l'a dit au micro du diffuseur, et il l'a redit en conférence de presse. Bon, il sait ce qu'il fait. On est aussi peut-être un peu serein, parce qu'on sait que l'adversaire en face, c'est pas le Real C'est Madrid, aussi pour ça qu'il le dit, c'est hein, je pas pense. Manchester City. C'est une Real Sociedad qui va pas fort. On y reviendra après, mais ça joue aussi forcément. Ouais, bah alors pour le coup, ce week-end ils ont perdu contre Osasuna. Osasuna. J'ai vu le match en plus, donc c'est terrible, mais j'avais Grenade en tête, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je confonds tous les clubs espagnols en permanence, c'est une catastrophe. Désolé, je ne suis pas Romain Bedouche. Ouais. Ils Salue ont Jérôme qui a pris Mais 4-0. oui, on salue Jérôme, absolument. Donc ils ont perdu contre Osasuna, mais très honnêtement, ils se sont fait braquer, les pauvres. Ils se sont fait braquer. Moi, j'ai regardé le match. Ils ont eu énormément d'occasions. Ils ont pas trop mal joué, même si c'était pas non plus flamboyant. Beaucoup d'absents. Ils ont pris, ils ont beaucoup d'absents. Ils ont pris un but sur un peu la seule occasion franche qu'ils ont eue sur une tête. Alors, je me suis dit, nous, c'est pas là-dessus qu'on va les inquiéter, donc là-dessus, ils peuvent se rassurer. Mais effectivement, ça fait 4 matchs qu'ils n'ont pas marqué.
C'est ça. Ouais. Voilà. Et, La stat, elle est dingue quand même. voilà, c'est ça. Bon, après, tu débarques au Parc des Princes, qui est pas non plus l'endroit au monde où c'est le plus facile d'aller marquer des buts en Ligue des Champions. Ils n'en prennent pas beaucoup, par contre. Ils en prennent pas beaucoup non plus, mais voilà. Mais après, encore une fois, devant côté PSG, t'as quand même du monde aussi. Donc voilà. En fait, moi, la seule réserve que j'ai pour pas dire on va leur coller 8-0, c'est déjà que je suis assez humain, voilà, on va se calmer 2 secondes, et surtout c'est que en fait j'ai toujours cette petite appréhension, ce petit quand on joue des équipes qu'on n'a jamais joué. C'est-à-dire que quand on joue des équipes qu'on connaît pas, il y a toujours ce côté ok, sur le papier on les tape, jamais. mais on les connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Alors oui, ok, on les a vus en vidéo et tout, mais on les a jamais joués, on les a jamais pratiqués. Et dernier exemple en date, et on a bien vu ce qu'on a pris, Newcastle. Alors, Newcastle, on a beau les avoir étudiés, personne s'attendait à la tornade qu'ils nous ont mise. Donc voilà. Aussi, ils avaient des absents. Enfin, voilà. Donc il faut voilà, c'est un match qu'il faut prendre évidemment comme si tu jouais le Real Madrid, quoi. Ouais. Oui, c'est ça le danger, ouais. C'est ça le danger, parce que c'est vrai qu'on a une petite musique là de dire mais la Real Sociedad, ils sont à la rue, ça va être une formalité. Faut faire attention à ça, puis pas forcément comparer l'état de forme, et ça vaut d'ailleurs aussi pour le PSG, c'est ce qu'on vient de dire d'ailleurs, parce que la grosse interrogation c'est psychologiquement comment vont être les Parisiens mercredi soir quand la petite musique va retentir. Faut pas comparer non plus les difficultés en championnat, ça reste une coupe, d'une réalité d'une compétition qui est une coupe. C'est vrai qu'ils vont pas bien. Il y a Oyarzabal, leur capitaine, qui est absent, qui sera sans doute pas là. En tout cas, visiblement, lui, quand ça va pas, la Real va pas bien. Mais oui, il va falloir quand même le jouer ce match. Ça peut être compliqué. Et puis surtout, voilà, faut pas se dire trop. Ils sont pas là, ils sont à la rue. Ça va être une formalité, parce que c'est une équipe qui presse beaucoup. Oui, la Real Sociedad. C'est une équipe qui peut quand même surprendre, quoi. C'est une équipe qui défend bien, donc rappelons-le, qui a fini première de son groupe devant l'Inter. Voilà, c'était à l'automne. Ils ont du mal, c'est vrai, à aller planter des buts, mais ils en prennent pas beaucoup, donc voilà. Je pense qu'ils sont dans une optique de pas prendre de buts mercredi soir. Contre le PSG, ça va être un petit peu compliqué si le PSG est à son niveau du moment. Mais voilà, il va falloir quand même se méfier, effectivement, comme le dit Alex, jouer ce match comme si c'était le Real Madrid, quoi. C'est un petit peu la contrepartie, finalement, de tout ce qu'on a dit avant, et de toute la communication de Luis Enrique, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Nicolas, c'est vrai que moi, je suis par exemple très curieux de voir quel milieu va choisir Luis Enrique mercredi. Parce qu'effectivement, beaucoup de pressing, beaucoup d'intensité, beaucoup de mouvements. Il y a un petit indice avec la conférence de presse, peut-être demain, là, c'est Fabien Ruiz qui sera en conférence de presse. Mais Fabien Ruiz, honnêtement... non mais, moi je l'aime bien, mais c'est juste qu'il est très lent, quoi. Il est très lent, il est pas très réactif, donc je suis curieux, parce que effectivement on a eu aussi un indice par rapport à la composition contre Brest, où c'était Fabien Ruiz qui jouait avec, si je dis pas de conneries, Vitinha et Warren. C'est la seule interrogation, en fait. C'est qui avec Vitinha et Emery, quoi. Voilà. La transition est toute trouvée, puisque j'allais vous parler du 11 de départ que vous choisiriez, en tout cas, ou en tout cas la compo à laquelle vous attendez pour mercredi. Parlons donc du milieu de terrain. On a vu Asensio dans une position de troisième milieu de terrain, effectivement, samedi face à Lille. Fabien Ruiz était titulaire aussi un peu plus bas. Il était titulaire déjà contre Brest. Alexandre, toi, ce serait ton choix, Fabien Ruiz, ou pas? Que tu mettrais Ugarte et Warren dans moi, je pense que Ugarte est plus capable de sortir un très gros match avec vraiment une importance et un impact de fou sur l'équipe que Fabien Ruiz. C'est-à-dire qu'en fait, si ils sont un joueur ou l'autre, s'ils sont médiocres, ils sont à peu près au même niveau, c'est-à-dire qu'ils sont pas bons, voilà, ils ratent des trucs, ils sont pas, mais à leur meilleur niveau, il y a un gap. À leur meilleur niveau, Ugarte est tellement plus important, tellement plus crucial dans le pressing, dans la récupération, dans l'intensité, dans la verticalité, etc. Pour moi, c'est assez incomparable. Vitinha et Warren, pour moi, ça bouge pas trop, a priori, à moins que vraiment il est
adoré Asensio dans le rôle de relayeur gauche, et ce que je peux comprendre. Hein, et, Il a été bon, mais il a pas. oui, voilà, mais sachant révolutionné le qu'Asensio, mi-temps. c'est un joueur vraiment qui lui correspond aussi beaucoup à Luis Enrique, donc il pourrait avoir envie de tenter ce truc-là. Moi, j'ai quand même un petit, même si c'est vrai que ces dernières semaines, on ne voit pas beaucoup, qu'il est un peu moins bien depuis quelques mois, Ugarte, je pense que s'il se met une petite pile, il peut vraiment être décisif, quoi. S'il fait le même match contre Lille, alors ce sera pas forcément Ouais, le même non, mais adversaire oui. en face, mais il était excellent contre Lille. Ouais, non, aussi. mais oui, on l'a retrouvé un petit peu contre Lille. Moi, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu comme ça. Après, Fabien Ruiz, il sort à quoi là? Il sort à l'heure de jeu contre Lille, non? Ouais, C'est ça à peu près 70e, je crois, ouais. Il sort à l'heure de jeu, il est à la conférence de presse J-1. Il y a quand Oui, même quelques ça petits sent le- signes. Ça, c'est la titularisation. Ouais. Je pense que les Basques, ils vont pas avoir beaucoup le ballon. A priori, ils vont certes presser. Je pense pas qu'ils aient beaucoup le ballon mercredi soir, en tout cas au parc. Fabien Ruiz il peut être utile avec son jeu de passe quand même. Alors certes, je suis d'accord, il est long. Ça c'est compliqué, mais voilà, un milieu Ruiz, Vitinha, Warren, c'est. Donc pas d'Ugarte pour toi Bah en fait c'est la seule question, c'est la seule point d'interrogation. Je pense, hein, c'est Ouais, Ugarte oui. ou Ruiz quoi. Je pense que Fabien Ruiz ça se tente au parc en tout cas. Moi, j'irais plutôt sur du Ugarte, Warren et Vitinha, mais je ne suis pas Luis Enrique. Ça ne vous a pas échappé, sinon je ne serais pas là. Si seulement. Autre question sur la compo, c'est en défense. Lucas Hernandez, qu'on a vu de retour samedi, retour de suspension contre Lille. Plutôt latéral gauche, plutôt défenseur central, selon toi Alexandre? J'imagine plutôt latéral. Mais... Plutôt latéral, parce qu'en fait, il a joué central contre Lille samedi, ce qui était une belle surprise. Assez rafraîchissant, mais voilà, Beraldo est déjà assez juste pour les matchs de Ligue 1. Là, le lancer en Ligue des Champions, j'y crois très moyennement. C'est l'envoyer au feu quand même. Qui rentre en jeu en cours de match, avec grand plaisir, parce qu'il faut qu'il accumule des minutes dans cette compétition s'il veut un peu se renforcer. Moi, là, honnêtement, il faut y aller avec ses valeurs sûres, et Hernandez à gauche, c'est une valeur sûre, voilà, sachant que voilà, tu vas faire Marquinhos et Danilo dans l'axe, ça va être très bien, voilà. Et Hakimi à droite, bon, ça, il n'y a pas de doute de toute façon. Donc. C'est la seule incertitude en défense avec donc le milieu de terrain. En devant, on s'attend quand même à voir du Barcola, Mbappé, Dembélé. Ça devrait pas bouger. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, non, c'est ça. Non, mais encore une fois, effectivement, la seule interrogation, je pensais au milieu pour accompagner, je pense, Vitinha et Zahir Emery. Derrière, oui, ça me semble obligatoire de mettre Lucas à gauche. Oui, je vois pas comment on pourrait envoyer Beraldo comme ça. Bon, on verra ça de toute façon dans 48 heures, un peu plus de 48 heures, 8e de finale de Ligue des Champions, PSG Real Sociedad, qui sera évidemment à vivre sur France Bleu Paris. Émission spéciale d'ailleurs à partir de 20h en plus, comme c'est un soir de Saint-Valentin. On sera même avec un couple en studio de supporters du PSG, voilà, pour allier l'utile à l'agréable, on va dire. Donc match qui se dispute au Parc des Princes. Tiens, c'est le lieu de toutes les crispations en ce moment. Au niveau de la direction du PSG et de la mairie de Paris, ça s'est sérieusement accéléré en fin de semaine dernière. On va recontextualiser un peu parce que c'est parti vraiment dans tous les sens. On a d'abord la déclaration de Nasser Al-Khelaifi jeudi au congrès annuel de l'UEFA à Paris qui dit, si on résume, que c'est fini maintenant, on veut bouger du parc, on a marre de se faire balader par la mairie de Paris. Si je résume, c'est ça. Là-dessus, on a des réactions politiques un peu partout. Et puis vendredi, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui dit dans Le Parisien qu'elle est prête à aider le club pour construire un nouveau stade dans la région. Le collectif Ultra Paris, lui, ne veut pas voir le PSG quitter le parc, déploie des banderoles, insulte aussi Anne Hidalgo samedi soir. Dimanche, la mairie de Paris appelle à reprendre le dialogue. Et enfin donc, si vous nous suivez toujours, le dernier épisode en date, c'est une info France Bleu Paris d'ailleurs, c'est Valérie Pécresse qui commence elle-même à démarcher tout le monde. Ça, c'était hier soir, la présidente de la région qui met les mains dans le cambouis. Elle a envoyé un message dans un groupe WhatsApp aux maires des villes franciliennes de plus de 10 000 habitants, en détaillant un petit peu les contours du projet, en disant ceux qui sont chauds, vous m'envoyez un SMS. Ça fait beaucoup en 3-4 jours, cette histoire ce serpent de mer presque, pour reprendre là aussi un poncif du Parc des Princes. Ça vous semble crédible cette histoire de départ, ou c'est juste un coup de pression, Alexandre? Moi, ça me semble très crédible. Pourquoi?
Voilà. Parce que le PSG, QSI et son nouveau partenaire Arctos sont inflexibles sur le fait de posséder leur stade. Mais pas en fait pas que le stade, c'est-à-dire qu'ils veulent posséder le terrain, en gros, Pour faire de l'immobilier. pour faire de l'immobilier, parce qu'en fait, voilà, les revenus billetterie du Paris Saint-Germain, j'ai envie de dire, grâce à Dieu, c'est assez honnête, quoi. Ils Oui. touchent beaucoup d'argent avec ça. Ouais. Ce qui est important quand tu possèdes ton stade, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, tout ce que tu peux exploiter autour, tout ce que tu peux faire autour. Là-dessus, ils sont inflexibles. C'est-à-dire que ça fait partie du développement d'un grand club, comme ont pu le faire tous les grands clubs avant le PSG. Si aujourd'hui le Parc des Princes ça continue à être porte fermée définitivement, j'ai beaucoup de mal à voir en fait les Qataris attendent encore 10 ans que ça s'ouvre peut-être. Voilà, et Mais, surtout mais pendant, ils la sont plus mairie seuls. dit encore hier, la porte n'est pas fermée, on Oui, va mais- reprendre les négociations. Non, mais en fait, ce qui est pour le coup assez agaçant dans ce dossier, c'est que tout le monde dit en permanence tout et son contraire. On sent C'est ça. qu'au sein même de la mairie de Paris, du Conseil de Paris, il y en a qui sont visiblement très favorables à ce que le PSG reste au Parc des Princes, quitte à faire des concessions. Et eux sont oui, non, oh là là, il faut surtout pas oh là là, tirer la sonnette d'alarme. Non, non, nous on veut qu'il reste et tout. Et puis il y a ceux qui sont vraiment, vraiment pour que le PSG aille se faire voir chez les Grecs et que du coup ils sont là, non mais c'est bon, on leur vendra pas le Parc des Princes, fini. Hein. Et en fait, tout le monde parle, et c'est ça, tous les 3 mois, ça revient. ressort de terre, Ouais. on en parle pendant 6 jours sans y continuer, et puis après, ça retourne. Enfin, c'est très agaçant, tout le monde parle. Hier, je crois que Tout le c'est. monde parle par médias interposés. Oui, c'est c'est ça. ça qui est agaçant Non, mais c'est aussi, ça. qui se parlent une bonne fois pour toutes. Non, quoi. mais oui, c'est Enfin, insupportable. Et c'est d'ailleurs ce que reprochait, ce qu'on lit dans les échanges WhatsApp sur le fameux groupe WhatsApp avec les maires. On a vraiment Valérie Pécresse qui envoie ce message, voilà, et Emmanuel Grégoire, le premier adjoint, qui répond en disant vous vous rendez compte, Valérie Pécresse, pourquoi vous Oui, nous plantez tirez dans le dos, couteau dans vous le dos, plantez un ouais, couteau ouais, dans ouais. le dos, pourquoi on se parle par médias interposés. Enfin, c'est assez lunaire encore comme. Bah, c'est un comme peu fatigant, échange. quoi, parce qu'effectivement, comme le dit Alex, c'est le feuilleton, quoi. Donc, il y a un moment, ça avance pas non plus, ça génère ce qu'on a vu au Parc des Princes ce Samedi, week-end face ouais. à Lille, c'était pas non plus super, quoi. Voilà, les insultes, etc. En tribune, enfin, ça crée de la crispation là C'est ça. où franchement, ce sont des dossiers qui devraient quand même avancer sérieusement. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le président du Paris Saint-Germain, je pense qu'il est effectivement, lui, crédible Ah oui. et Il a l'air décidé. motivé. Il est décidé. Après, est-ce que la porte, elle est complètement fermée? Parce qu'on a l'impression quand même que les négos, elles sont pas allées au bout, quoi. Alors, effectivement, lui, il est sur sa position, le PSG est sur sa position, la vente est rien que la vente. Sauf qu'on a l'impression qu'ils se parlent pas. Donc, il y a un moment, si c'est une petite phrase qui est celle de Nasser, oui c'est fini, qui répond à la petite phrase d'Hidalgo qui dit on vendra jamais. Enfin, c'est quand même un peu Mais- limité, je trouve, comme débat, quoi. Ouais. Donc, Ça fait 1 an et demi que ça dure. bah oui, bah, C'est-à-dire que depuis, avant la Coupe du Monde de Qatar, où en fait il y a eu cette espèce de rupture totale des discussions, parce que Anne Hidalgo avait annoncé que la ville de Paris boycottait Ouais. la Coupe du La Monde. Coupe du Monde, ouais. À partir de ce moment-là, ils ont arrêté de se parler directement. C'est le moment où ils se sont séparés. Et depuis ce jour-là, ils n'arrêtent pas de s'envoyer des nions par médias interposés. C'est quand même fabuleux, quoi. Bah oui, je trouve que c'est pas à la hauteur de l'enjeu et puis de cette question-là. Je pense qu'il y a un vrai problème entre eux, déjà, Oui. qui dépasse ce dossier. Donc Mais il y a- tous disent on veut que le PSG reste au parc. Même Valérie Pécresse dit je veux que le PSG reste au parc, mais bon, on étudie toutes les Ouais. possibilités. Enfin, c'est Mais en fait, dans une un sorte de monde dialogue de sourds. un Mais oui, peu. dans un monde idéal, le PSG reste au parc parce que c'est le parc. Voilà. Maintenant, moi, en fait, la question que je me pose très sincèrement, c'est est-ce que c'est le monde idéal des propriétaires du Paris Saint-Germain aujourd'hui? Est-ce que eux ont intérêt à rester au Parc des Princes? Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à trouver un terrain qui est pas trop loin de Paris, où ils peuvent construire leur truc, un stade qui soit beaucoup plus moderne, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, avec autour des trucs qu'ils puissent construire, je sais pas, un parc d'attractions PSG, j'en sais rien. Non mais en fait, moi, en fait, la réflexion que je me fais, c'est que la fierté a ses limites, quoi. C'est-à-dire que 1 an et demi sans se parler parce que on a un petit désaccord, machin. À un moment donné, c'est bon, mettez-vous autour d'une table et parlez. Pourquoi toujours ce refus de reprendre le dialogue? Est-ce que
ça peut, enfin franchement là je suis dans la supposition la plus totale, mais ça peut être aussi une manière de faire mieux passer la pilule d'un départ en disant non mais les discussions sont impossibles, ils ont voulu nous, parce qu'il y a eu aussi beaucoup ces éléments de langage là du côté de Nasser Al-Khelaifi, ils veulent nous chasser du Parc des Princes, c'est de leur faute si on part, on n'a pas le choix, ils nous mettent le couteau sous la gorge, etc. Moi j'ai quand même l'impression que ça les arrange un petit peu de partir, quoi. Ils trouveront mieux leur compte dans un autre stade et que en fait ça va mieux faire passer la pilule si le storytelling c'est la faute de la ville de Paris, quoi. Ouais. Sans défendre la ville de Paris, parce que franchement il y en a aucun il y en a pas un qui rattrape l'autre, quoi. Mais tu l'as dit, l'enjeu aujourd'hui c'est le storytelling. Oui, c'est clairement. C'est parce que, et d'ailleurs on voit, ce qui est intéressant c'est de voir le mouvement d'humeur des supporters, des ultras, mais pas que, parce que on a vu des supporters en sortant du parc. Alors, ça tombe bien, Nicolas. Une nouvelle passe décisive. On va les entendre tout de suite. Décidément, le PSG est en forme. On va les entendre, ces supporters, justement. Qu'est-ce qu'ils pensent de cet imbroglio, de ce départ ou non du PSG, du Parc des Princes? Est-ce qu'ils veulent voir le PSG ou pas rester au parc? Écoutez leur réponse. Le parc avant tout, quoi. Le Parc des Princes, ça a quand même une saveur. C'est le parc, c'est historiquement, ça ferait très bizarre, on va dire, d'aller ailleurs. En fait, je ne me vois pas aller autre part que le Parc des Princes. Quand on pense au PSG, on pense directement au stade. C'est un bail unique. Paris, c'est le Parc des Princes. Mais bon, si politiquement ça passe pas, que les arrangements se font pas, ils vont pas attendre 1000 ans qu'il y ait une décision qui soit prise, quoi. Ouais, Nicolas, donc ces supporters, effectivement, eux aussi partagés, mine de rien. Oui, alors je pense que... Ils sont très attachés au parc. Oui, alors ce qui est commun à tous les supporters du Paris Saint-Germain, c'est une préférence pour rester au Parc des Princes, et ça on peut bien le comprendre, évidemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, alors c'était surtout du côté des ultras face à Lille, la responsable désignée du départ, c'est Anne Hidalgo, quoi. C'est pas Nasser El Khelaifi, alors que c'est lui qui quelque part souhaite partir aujourd'hui. Donc effectivement, tout est plus compliqué que ça. Mais je me posais la question, moi, si ce débat-là avait eu lieu il y a une petite dizaine d'années, avec un autre maire, tu veux dire? Oui, non, plutôt par rapport à Nasser. Je suis pas sûr. Il y a quand même un lien de confiance entre les supporters du Paris Saint-Germain et aujourd'hui la direction parisienne, qui s'illustre par ce soutien-là, quoi, parce que celle qu'on prend pour son grade, c'est Anne Hidalgo, quoi. Oui, c'est presque à sens unique, même. C'est complètement à sens unique, quoi. Ça pourrait être plus mesuré que ça. Je veux dire, il pourrait y avoir des critiques sur mais pourquoi le Qatar va faire de plus en plus d'argent, le PSG c'est pas ça, ça on l'entend pas. En fait, ce qui est marrant, avec ce que tu dis, c'est que dès que les supporters ont des revendications qui touchent aux sportifs, par exemple l'équipe joue mal, on se fait éliminer en Ligue des Champions tous les ans, on est nul, la direction en prend pour son grade. Ouais. Dès que ça touche à quelque chose qui est extra sportif, tout de suite, c'est la tierce partie qui est impliquée qui en fait en prend pour son grade. C'est toujours ça. Alors que l'argument finalement d'Anne Hidalgo de dire le Parc des Princes c'est le patrimoine des Parisiens, c'est ce qu'on entend dans la bouche des supporters quand même aussi. Ici, bon, là, on vient de l'entendre. Historiquement, c'est chez nous, et ça, c'est vrai qu'on l'entend, mais pas du tout, quoi. Ouais, mais du coup, en fait, là où moi je place la différence dans cet argumentaire-là, c'est que l'argument de la ville de Paris pour dire on veut garder le Parc des Princes, c'est que la ville de Paris dit le parc appartient aux Parisiens. Les supporters, ils sont plus ce côté, le Parc des Princes appartient aux supporters du Paris Saint-Germain. Ouais. Les supporters du Paris Saint-Germain, que le Parc des Princes appartienne à la mairie de Paris ou au PSG, a priori, eux, ils ont toujours leur truc. C'est-à-dire que ça reste leur stade. Ça reste le stade qu'ils ont pour exprimer leur truc. Ouais. Pour le coup, c'est pas tout à fait la même logique. Enfin, c'est pas tout à fait la même argumentation, quoi. Mais j'avais fini ce que je voulais dire en fait. Voilà. Pardon, j'ai fini sur un O, j'aurais pas dû. Pas grave du tout. Il faut s'attendre à quoi maintenant? On continue, vous pensez, dans ces pérégrinations entre la mairie, maintenant la région qui s'y met, le là club, c'est parti, donc j'ai peur qu'on s'en sorte pas. Là on est parti pour des années, même si ça part ailleurs. C'est quoi, c'est 10 ans, c'est ça, minimum, je pense, quand on voit le stade de Lyon, Lyon, les recours, tout ça va être une dizaine d'années, je crois, une quinzaine d'années, une bonne dizaine d'années en tout cas. Parce qu'en plus si le terrain se fait sur le terrain, les recours des riverains, voilà, c'est ça.
ça va être très très long. Ça Quoi, va. donc, Est-ce non, que disait... Non, je t'en prie. non, Nicolas, pardon, vas-y. non, c'est à partir du moment où effectivement le terrain est acheté, où c'est parti, là, bon bah voilà, hein, C'est 4 ans. le dossier, oui c'est ça, Ouais. le dossier il sera clos, mais c'est là maintenant quoi qu'il faut qu'il se parle et effectivement arrêter de balancer des petites phrases, d'en faire un dossier politique, même si évidemment on n'est pas dupe, c'en est un. Il y a des élections à la mairie de Paris qui approchent, qui vont arriver assez rapidement malgré tout. En 3 ans, ouais. Ouais, donc voilà, il faut si effectivement de chaque côté les positions sont inflexibles, mais quand même on sait jamais, on peut quand même se parler, il faut vraiment qu'ils se parlent et arrêter que ce soit par médias interposés, arrêter le feuilleton parce que là franchement ça va être interminable. Qui se mettent tous autour de la table. Ce que disait aussi Bruno Salomon, c'était vendredi matin, je crois, dans la matinale de France Bleu Paris, justement. Lui disait aussi qu'il manquait quelqu'un dans l'organigramme du club pour faire le lien justement entre le club, entre le PSG et la mairie de Paris. C'est sûr que Jean-Claude Blanc à l'époque. Le rôle de Jean-Claude Blanc qui est parti à Nice maintenant. Ouais, c'est c'est lui ça. qui a fait sortir de terre le fameux centre. Bon, après, je pense pas qu'il manque d'employés au PSG qui puissent parler. En fait. Voilà, déjà, je pense que tu prends n'importe quelle personne qui a un poste à responsabilité au Paris Saint-Germain. Même si soit dédié. si il ou elle n'a pas la prestance de Jean-Claude Blanc qui est toujours, hein, il est encore vivant, hein, mais qui est une personne formidable. Bon, je crois que il y a que des grandes personnes, des belles personnes, des majeurs vaccinés au Paris Saint-Germain, à la mairie de Paris. Je crois qu'on peut tous être raisonnables, quoi. Voilà. On les appelle à prendre leur responsabilité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de. Hein. Allez, l'appel en tout cas est lancé. Allez, c'est l'heure de se dire au revoir. Et je remercie Alexandre Aflalo, Merci Parisien. à toi. Merci beaucoup également à Nicolas Perronnet. Merci à toi. De la direction des sports de Radio France. C'était parfait pour une première. Je sais pas. Si. On fera le j'aime pas après. Ouais. Et vous retrouvez bien sûr Bruno Salomon pour le prochain épisode lundi prochain de 100% PSG La Tribune. Merci de nous avoir écoutés. Ciao.